Bienvenue sur Intensément. Je suis Raph et ceci est l'épisode 2, saison 1 du podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués ou zèbres, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. L'épisode premier de ce podcast nous a permis de mieux comprendre la démarche scientifique et critique de Stéphanie Aubertin, psychologue et neuropsychologue spécialisée dans l'intelligence et les émotions, ainsi que d'entrer dans le vif du sujet, la confusion chez le grand public entre les troubles ressentis ou vécus avec ou sans haut potentiel intellectuel et les idées reçues ou clichés faciles sur les caractéristiques HPI devenues plus populaires que jamais et entretenues par des personnalités médiatiques, entre guillemets spécialistes ou supposées-elles. Or, avec la vague, plutôt le tsunami d'articles grand public générés par la série HPI de TF1, on a pu y voir émerger des îlots de résistance, quelquefois là où on ne s'y attend pas. Ainsi, le journal des femmes Santé a donné la parole à Nathalie Boisselier, psychologue doctorante et spécialiste des HPI, pour un article très complet. Le magazine Marianne, lui, titrait « Désolé, votre enfant n'est peut-être pas un génie », avec entre autres Stéphanie Aubertin. Et toujours avec Stéphanie Aubertin, l'Express sort une enquête édifiante intitulée « Il y avait de l'argent à se faire, le business des surdoués », sur les dérives engendrées par l'engouement autour des HPI. Dans cet article, on y retrouve Raymonde Hazan, inventrice de la notion controversée de haut potentiel émotionnel dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 1, qui y fait une apparition remarquée aussi par le Canard enchaîné en déclarant « Demain on enseignera ma théorie à l'université » et en proposant une détection du haut potentiel par téléphone à 120 € les 45 minutes, rien que ça. On y retrouve aussi Jeanne Fachin, créatrice, elle, du fameux concept de zèbre, qui concède qu'avec son livre, beaucoup se sont autoproclamés zèbres alors qu'ils avaient des pathologies plus sévères. Eh bien, de tout cela, plus d'autres hypothèses comme les phylocognitifs, séparant les HPI entre complexes et laminaires, les complexes qui auraient une vie plus complexe, et les laminaires qui auraient une vie plus... C'est quoi laminaire ? De tout cela donc, Stéphanie Aubertin va encore y apporter son éclairage, mais aussi justement sur ces pathologies ou troubles, les manières de les aborder, leurs liens avec les HPI, la psychologie et les rapports humains derrière tout ça. C'est dans la deuxième partie de Si c'est sexy, c'est pas scienti, entretien avec Stéphanie Aubertin, qui, exceptionnellement pour la sortie de ce podcast, suit la première partie une semaine après. Le podcast Intensément deviendra mensuel par la suite, pour assurer un contenu de qualité. Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Tout de suite donc, retournons dans les neurosciences et la recherche, nous reprenons avec la description du cerveau au potentiel intellectuel tel que nous l'avions laissé la semaine dernière. Bonne écoute! Alors, les hauts potentiels intellectuels ont un cerveau, comme tout le monde, et il apparaît qu'il a quelques spécificités, notamment au niveau de la rapidité et des connexions, c'est cela ? Dans les podcasts méthode choc, j'avais dit une rapidité dans le traitement de l'information. Je vais un peu changer de terme. Je dirais aujourd'hui une vitesse dans la transmission de l'information. C'est-à-dire d'un bout à l'autre du neurone, en fait. C'est plus rapide à transmettre, mais l'information, elle peut être fausse. Parce que on a qui pensent que comme ils sont HPI, l'information est souvent juste, enfin tout le temps juste. C'est pour ça aussi. Tu peux avoir de meilleurs échanges, justement, entre les neurones, au niveau des propriétés de la synapse. Tu peux avoir une augmentation de la connexion aussi entre les neurones, donc plus de synapses, mais ça dépend aussi de ce que t'en fais. Tu peux avoir des multiplicités de connexions, mais il faut que tu les fasses. Alors, beaucoup de gens, à partir de là, disent penser en arborescence, le concept de Jeanne Fachin, qu'elle a requalifié elle-même depuis en métaphore, car la recherche a montré qu'on ne pouvait pas avoir deux pensées simultanées. Mais il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui pensent que leur cerveau fonctionne vraiment comme ça, et toi, tu parles de vagabondage. En fait, les connexions que tu fais avec la multiplicité des connexions, c'est tu lis une chose avec d'autres choses. Ça peut se faire de manière inconsciente, ça peut se faire de manière consciente. Depuis que je bosse, depuis que je suis psy, que j'observe les gens, je crois que je passe énormément de temps à faire des liens. Donc forcément, et quand je bouquine, je mets énormément de temps à lire et à faire mes liens et à faire mes connexions. Ce qui fait que dès que quelque chose arrive, une pensée, enfin un concept, je le lis à plein de choses. Parce que ça, j'ai travaillé aussi.
Ensuite, moi je parle de vagabondage de l'esprit, parce que tel que c'est défini la pensée en arborescence, Jens Facchin disait une phrase, le bateau vogue sur l'eau, et de là on commence à parler de plein de choses autour du bateau qui vogue sur l'eau, oui, machin, etc., mais toujours autour du bateau. Et en fait, ce que j'observe en consultation, je crois à 99%, c'est juste des pensées en fait, c'est des ricochets de pensées, ça revient pas au début, forcément. Dans le TDAH, tu vois, tu peux digresser beaucoup. C'est ce qui est dit, c'est partie des critères diagnostiques, en fait, le fait de passer du coq à l'âne. Mais pourquoi? Quelle est la particularité du TDAH qui ferait qu'il digresserait beaucoup? Quand on dit dans les critères diagnostiques passer du coq à l'âne, pour moi c'est un peu réducteur parce que entre le coq et l'âne, les animaux de la ferme, en fait, tu vois, il y a un lien quand même. Donc il y a toujours un lien. Après, le fait d'avoir vu des personnes partir, je peux dire vulgairement, dans tous les sens, qu'effectivement on a l'impression du coup que c'est en arborescence, mais ça part d'un truc, après ça part à un autre, enfin ça fait pas ricochet. Donc il y a beaucoup de digressions, mais on revient pas au départ. Chez les personnes TDAH et chez beaucoup de personnes que j'ai pu voir. Moi je sais que je peux faire des digressions, mais c'est des parenthèses plutôt. Quand je pars à un autre endroit, c'est parce que je parle d'un concept, je me dis ah oui, ça mériterait d'être un peu expliqué, donc je fais un petit pas de côté, mais je maintiens mon objectif de ce que je veux dire et je reviens quand même. Dans le TDAH, tu fais pas ça. Dans le TDAH, tu te laisses complètement porter par tes pensées et t'as perdu ce pourquoi tu parlais au début, en fait, ton idée de départ. On parle aussi de pensées divergentes. Nicolas Gauvry, l'auteur du Surdoué ordinaire et le grand maître des méta-analyses, souligne que des études ont montré que la pensée divergente était peut-être plus utilisée chez les HPI que chez les autres. Alors ça, Nicolas Gauvry et Franck Ramu en parlaient dans leur article qui est sorti en 2017, je crois, la pseudo-science des surdoués, parlaient que l'arborescence, ça ressemblait plus en fait à la pensée divergente. La pensée divergente, c'est pas une pensée en soi, en fait, c'est comment on passe d'une pensée à une autre, et qui est utilisée dans les recherches sur la créativité. Dans les recherches sur la créativité, on te demande, à partir d'une idée, de fournir plusieurs autres idées. Tu vois, donc t'es déjà dans un certain contexte. C'est pareil pour le brainstorming, par exemple. Donc c'est un contexte particulier. La pensée divergente, si on la prend par rapport à la créativité, donc les recherches sur la psychologie de la créativité ont montré que il y avait un lien entre la créativité et le QI jusqu'à un QI de 120. Jusqu'à 120 de QI, tu as un lien avec la créativité. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des connaissances, il faut avoir certaines capacités de flexibilité, de fluidité, de connaissance pour produire plein de choses. Par exemple, si on te demande de dire différentes manières d'utiliser, alors c'était beaucoup utiliser ça un trombone. Alors par exemple, les enfants, ils fournissent beaucoup plus de réponses que les adultes, qui ont été un peu formatés en fait, mais ça peut être autre chose, ça peut être donner-moi le plus de mots qui commencent par telle lettre ou qui appartiennent à telle catégorie. Donc ça, c'est la pensée divergente ou fluente ou la fluence verbale. Mais c'est dans un contexte particulier. On te demande de fournir plein de propositions différentes à partir d'un concept, en fait, à partir d'un mot. Excuse-moi de me faire l'avocat du diable, mais alors est-ce que ça correspond pas justement à la pensée en arborescence, justement? C'est-à-dire t'as un concept et boum, ça part dans tous les sens. Là, quand je dis le contexte, c'est on te demande de fournir plusieurs choses. Oui, je vois ce que tu veux dire. Même quand tu vois les conférences Jens Facchin où elle parle ça date un peu, je crois, il y a plus de 10 ans, le bateau vogue sur l'eau, c'est pas comme dans la pensée divergente, la créativité. C'est, ah oui, mon papy a un bateau. Oh tiens, hier, machin, j'ai vu une mouette. Puis parce qu'il y a un lien entre la mouette et le bateau. Ce genre de choses. Mais le contexte, c'est de répondre à une certaine demande qui a une contrainte. D'accord? Il y a une contrainte. Comment peux-tu utiliser un trombone de multiples façons? Donne-moi tous les mots qui commencent, etc. T'as une contrainte. Là, dans ce qui est dit de la pensée en arborescence, tu n'as pas de contrainte. T'essaies pas de faire en sorte que ça rentre dans le truc. Ce sont des associations d'idées. La psychanalyse, elle fonctionne comme ça. On te dit que si t'as une association d'idées, c'est que ça veut dire que ça, que ça. En brainstorming, c'est ça. En plein de choses, c'est ça, en fait. On fait que ça, tout le monde fait que ça, mais on a une seule pensée en même temps. Et supposons donc que les hauts potentiels intellectuels aient une vitesse et une multiplicité de connexions plus ample. Est-ce que donc il serait pas possible d'avoir ce phénomène-là qui soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus élargi? Tu as des TDAH qui ont un QI dans la moyenne et qui sont à blablabla et qui partent comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'équipe qui a fait les études qui ont mené à la théorie des complexes et des laminaires et des phylocognitifs, donc ces expériences d'IRM fonctionnelles sur les enfants, en fait, si j'ai bien compris,
avait aussi comme but de trouver la preuve de l'existence de la pensée en arborescence. Et qu'en fait, ils ont rien trouvé. Ça utilise le réseau du mode par défaut. C'est quelque chose de par défaut. Le réseau du mode par défaut, c'est par défaut, faut pas l'oublier. Et c'est chez tout le monde. C'est en gros, c'est quand t'es pas dans une tâche, quand t'es pas en train de regarder la télé, quand t'es pas sur un truc en particulier ou appelé par une mouche qui vole ou quoi que ce soit, quand ton cerveau du coup est au repos, les pensées sont générées en fait, tout seul. Parce que ton mémoire de travail, on considère ça comme un espace de travail global, comme ta conscience, peut pas rester vide en fait. Donc quand on dit que les hauts potentiels intellectuels ne font que penser, ils pensent trop, etc., les autres ils sont obligés de penser aussi quand ils n'ont rien à faire. Alors peut-être que les autres du coup ils sont devant la télé, ils pensent pas aux mêmes choses, peut-être sur le contenu de la pensée, mais c'est la spécificité du cerveau humain. Quand il est pas occupé sur quelque chose, il se met à penser, même si c'est la pluie, le beau temps. Puisque tu es revenu plusieurs fois sur le TDAH, si apparemment des troubles comme le TDAH ou l'anxiété peuvent altérer le test QI et peuvent altérer l'évaluation neuropsychologique. C'est ce que j'ai compris, tu vas préciser ça oui ou non. Et vice-versa, le haut potentiel intellectuel pourrait masquer un TDAH. Donc ça montre qu'il y a une interaction entre certains troubles et les capacités cognitives, qu'elles soient supérieures ou pas. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que l'interaction est la même chez les hauts potentiels intellectuels et est-ce que cela se traite de la même manière? Au niveau de la prise en charge. Du traitement du TDAH ou de la prise en charge, pardon, je n'utilise pas les termes qu'il faut. Alors en fait, j'ai lu une thèse qui est de médecine, qui est sortie il y a quelques années dessus sur le HPI et troubles 10, notamment il y avait TDAH, il y avait TSA, troubles du spectre de l'autisme. Les TDAH et HPI auraient plus de troubles que les TDAH seuls, enfin sans HPI, et que les HPI sans TDAH. Donc, tu vois, c'est la combinaison des deux qui fait qu'on a plus de troubles que les deux séparément et tout seul, en fait. C'est-à-dire plus de troubles? Plus de TDAH ou plus de troubles? Plus de difficultés émotionnelles, plus de tout ce qui est dit. Ok. En fait, les capacités cognitives intellectuelles sont un moteur. Si tu l'utilises pour te faire du mal, tu vois, pour revenir dessus, forcément, tu vas en souffrir. Peut-être que les personnes qui sont TDAH sans HQI, elles ont ce côté impulsif, elles ont ce côté d'inattention, mais elles vont pas mouliner sur des choses, parce qu'elles n'ont pas des capacités de mouliner sur des choses. Enfin, tu vas triturer dans tous les sens. Les HPI qui n'ont pas de troubles attentionnels et d'impulsivité ont un meilleur contrôle attentionnel et un meilleur contrôle cognitif, un meilleur contrôle de l'inhibition. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives avec le s'empêcher de, inhiber une réponse dominante, et puis aussi se mettre à planifier, à être flexible, tout ça ce sont les fonctions exécutives. Eh bien, dans les tests, il faut un très bon contrôle de l'attention, il faut être très centré, et puis il faut avoir un bon contrôle inhibiteur. Tu l'as passé le test, tu sais qu'il y a des espèces de choix multiples, t'as un choix à faire parmi 5 propositions, donc dans les matrices, notamment dans la logique, moi je vois des enfants en fait, ou même parfois des adultes, qui ont un bon raisonnement, mais qui ne vont pas au bout de leur raisonnement, et quand je vois les yeux qui explorent les propositions, s'arrêtent à la première proposition qui ressemble à leur raisonnement, mais avec une erreur, avec un paramètre en moins, tu vois. Et du coup, vont choisir ça sans aller au bout de la ligne, et sans voir qu'en fait, il y a une autre proposition qui convient mieux. Moi, je vois qu'il y avait, quand je regarde leur regard, où pose quand je vois ces petits chuchotements, les doigts qui bougent sur le livret, tout ça. Je vois qu'il y a le bon raisonnement, mais ils sont pas allés au bout de leur raisonnement et ont choisi la première proposition. Ou alors, n'ont pris qu'un paramètre sur 2, tu vois, par exemple. Mais ça, il faut avoir un bon contrôle inhibiteur, il faut être flexible, il faut remettre en cause des choses. Donc, en fait, ça ne m'étonne pas que les HPI sans trouble, que ce soit TDAH ou sans trouble de l'inhibition, enfin qui sont pas impulsifs, parce que tu peux être impulsif sans avoir de trouble de déficit de l'attention, juste cette impulsivité. Donc les HPI qui n'ont pas ces troubles-là vont avoir de bonnes fonctions exécutives, donc un bon contrôle cognitif de tout ce qui se passe dans la tâche et aussi à l'intérieur d'eux-mêmes pour réguler les émotions. Je sais pas si tu vois aux gens, qu'est-ce que la conclusion? C'est que moi j'ai l'impression que les personnes qui sont décrites dans les livres, ce sont des personnes avec des troubles, en fait, avec soit un TDAH, parce que ça ressemble beaucoup au TDAH. J'ai l'impression que ce sont les personnes avec des troubles qui viennent, parce que ceux qui n'ont pas de troubles, qui savent bien gérer leur contrôle inhibiteur, tout ça, leur attention, sont capables de s'adapter du coup dans le monde, de réguler leurs émotions et de réinterpréter les situations et de pas se laisser envahir et tout ça.
Mais alors, est-ce que le haut potentiel dans ce cas-là peut pas aider justement à la régulation de l'émotion d'un TDAH? Dans ce cas, le haut potentiel serait le moteur de ce qui va pas bien. Ah, c'est l'inverse. Ça peut pas être le moteur de ce qui va bien, alors. Alors ça peut, chez des enfants, je le vois, ils peuvent avoir de très bonnes notes pendant pas mal de temps à l'école. Après, ça va être au collège où ça va se casser un peu la figure, parce que ils vont résoudre les problèmes de manière intuitive et sans réfléchir et sans besoin de contrôler. On voit souvent dans les évaluations à l'école, les enseignants disent pourrait mieux faire, ou alors beaucoup de fautes d'inattention. C'est ce qui est dit, des fautes d'inattention, mais comme c'est largement ce qu'on demande à l'école, largement plus bas que les réelles capacités, dans ce cas, c'est haut la main jusqu'à ce moment-là. Tu vois, pendant pas mal de temps. Après, il faut davantage contrôler son attention, la réponse dominante, raisonnement, tout ça. Et là, c'est plus en difficulté. Et par contre, les enfants qui sont comme ça, qui réussissent très bien petits, avec un TDAH, ils ont peut-être plus de difficultés émotionnelles. Donc, ils sont souvent amenés pour ça, pour le côté émotionnel. Et chez les adultes, c'est souvent ça. On peut les voir chez les adultes, ils ont fait plein de choses différentes dans leur vie. Alors, chez d'autres aussi, mais du coup ils ont des difficultés à rester en place, ils restent très peu de temps dans une entreprise, ils n'arrêtent pas de changer, c'est des bouts en train, bon, ça peut être l'inverse aussi. Donc ce n'est pas un cliché. En fait, la partie impulsivité du TDA avec H, en fait. Avec H, c'est-à-dire hyperactivité. Et impulsivité les rend plus sociaux et donc un peu plus extravertis. Tu vois, donc ils peuvent aller plus vers les gens. Alors il y en a qui du coup, qui étaient extravertis tôt, puis après qui se sont renfermés. Ok, qui sont plus, c'est possible aussi. Mais il faut voir le développement aussi de la personne. Tu en as dans les relations sociales qui sont des bouts en train, qui vont sur le devant de la scène, qui sont, je l'appelle des grandes gueules, et puis d'un coup qui explosent. Souvent tu as des personnes comme ça adultes qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire. Parce que, notamment obésité ou surpoids, parce que quand tu n'arrives pas à inhiber ton émotion et ton envie de manger, tu continues à manger, tu ne peux pas t'arrêter. Donc ça peut être associé. Ça me fait penser qu'il y a ce concept dans le monde anglo-saxon de twice exceptional, double exceptionnel, qui englobe les hauts potentiels intellectuels avec troubles de l'apprentissage, par exemple les 10, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique. Mais j'ai l'impression, à ce que tu racontes, ça laisse à penser qu'il y en aurait beaucoup. Quelle est la proportion de TDAH chez les hauts potentiels intellectuels, par exemple? Il y en a pas plus, officiellement, je crois, mais il faudrait vérifier avec Sébastien Horard, qui spécialise le TDAH, qui est psychologue spécialiste du TDAH. Il y en a pas plus dans les HPI, apparemment, ce qui me semble. De mémoire, c'était 8%. Et 8%, ça fait pas beaucoup. Je peux pas te dire. Mais même, à supposer que ça soit 12% ou 20%, même, supposons que ma mémoire... Mais c'est toujours le problème d'étalonnage, après. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Du biais de recrutement, tu vois, d'après les personnes que je vois en consultation, c'est peut-être 50-60%. Et donc, on en revient au fait que les personnes qui vont consulter sont celles qui ont un trouble ou des troubles. D'où la disproportion dans les cabinets psy. Et ensuite, on en fait une généralisation. Et ça emmène aussi les gens qui viennent te voir à se faire eux aussi des idées fausses ou des clichés. Quand une personne vient me voir, elle vient, alors, avec une problématique. Elle s'est reconnue dans les caractéristiques et elle a une souffrance. Mon objectif, moi, c'est pas de dire oui ou non, vous êtes HPI, c'est de voir, elle est en souffrance, pourquoi elle est en souffrance, cette personne-là. Bon, il y a un très faible pourcentage de personnes qui vont bien et qui viennent juste pour savoir, en fait. Il y en a. Mais ça peut être juste se connaître soi, comment je fonctionne, en allant bien, hein, mais c'est un petit pourcentage. Sinon, les personnes viennent parce qu'elles ont en fait reconnu certaines caractéristiques chez elles. Quand on vient me voir et qu'on dit voilà, je viens parce que je suis hypersensible, donc je pense être HPI, je leur demande qu'est-ce que pour vous l'hypersensibilité, comment elle se manifeste pour vous. Encore une fois, quand j'interroge sur les mots, qu'est-ce que ça veut dire chez telle personne, effet Barnum, etc. Et je prends les personnes, les adultes en tout cas, ça dure en moyenne 3 heures, pour retracer toute leur vie, mais vraiment dans les différents contextes de vie, c'est-à-dire la très petite enfance, l'école, le développement social, les premières acquisitions, ensuite au niveau professionnel, les relations sociales, etc. J'investigue tout ça
pour comprendre comment la personne s'est construite, et aussi d'un point de vue cognitif aussi, comment quelle stratégie elle a mis en place pour mieux comprendre en fait le tout en fait qui elle est, et s'il y a un test ou pas derrière. Parfois je suis surprise, parfois non. Le test pour moi c'est pas tant est-ce qu'on est ou n'est pas, combien on a obtenu exactement en QI. C'est pas ça qui est le plus important pour moi. Ce qui est le plus important, c'est comment la personne elle a mis de sa personnalité, de ses stratégies pour résoudre les tâches. Parce que si une personne, quand c'est facile, elle le prend par-dessus la jambe, elle fera comme ça dans la vie de tous les jours, de manière générale. Quand c'est difficile, si elle perd tous ses moyens, qu'elle devient anxieuse, qu'elle a les mains qui tremblent sur les cubes, tout ça, elle se met une pression, etc. Voilà, c'est comment la personne s'adapte. Le test, il est talonné, permet de dire, de chiffrer, ok, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est ça. Et avec le premier rendez-vous, avec toute l'histoire de vie, et puis un travail en temps réel, en fait, ce que je peux observer, j'arrive à me faire une représentation du fonctionnement de la personne, et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est d'aller au-delà de l'étiquette HPI, pour comprendre pourquoi telle personne a des problèmes, comment elle fonctionne, et quel levier on pourrait employer pour elle, en particulier. C'est intéressant parce qu'effectivement, beaucoup sur les réseaux pensent que l'évaluation neuropsychologique ne sert qu'à mesurer le QI. Et qu'avec leurs troubles ou leur anxiété ou leur dépression, ils ne vont pas performer, alors que, comme tu le décris, ce n'est pas le but. Au contraire, ce que tu viens de décrire, là, c'est un processus assez long et poussé qui comprend plusieurs phases, comme l'anamnèse, c'est-à-dire l'historique médical ou psy de la personne, et un gros entretien psy. Alors, à ma connaissance, je suis la seule à travailler aussi... comme ça, aussi poussé. T'as des psychologues qui font pas d'anamnèse ou alors 10 minutes d'anamnèse. Moi, je fais 3 heures. Mais moi, sur ce plan-là, personnellement, je suis bien tombé. Ça a pris 2 matinées entières et en plus de la VAIS 4, donc du test QI, j'ai eu droit à d'autres tests sur l'attention, etc. Mais j'étais plutôt détendu parce qu'en fait, je ne savais pas ce que je passais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, t'avais pas d'enjeu. Ces histoires de performance au test, ça se retrouve souvent sur les posts ou sur les commentaires des gens qui ne veulent pas passer les tests parce qu'ils ont peur de le rater, comme si c'était un diplôme, en disant qu'ils vont stresser ou je sais pas. Mais il y a un enjeu là-dedans. Mais le but pour moi, lors du premier rendez-vous, je teste avec la personne, je demande qu'est-ce que ça va vous apporter et si c'est pas bon, qu'est-ce que ça va donner, etc. Parfois il y a des gens qui me disent « Oh mais c'est pas grave » et puis quand je leur donne les résultats, qui n'aiment pas du tout mes résultats... Tu expliques que l'important c'est qu'ils se comprennent, que c'est que tu les comprennes et qu'ils se comprennent et qui résolvent leurs problèmes. Et qui résolvent leurs problèmes. Ça va, je couperai, mais c'est pas grave. Non, donc tu dis que l'important c'est quand même qu'ils s'en sortent avec leurs troubles, voilà. Hein. Mais même s'il y a de l'anxiété, même s'il y a une dépression, alors il y en a qui disent il faut pas faire de test pendant une dépression. C'est ce que au début, c'est ce que je disais tout au début, parce que c'est ce qu'on m'a dit en fait. Mais concrètement, tu peux attendre 10 ans et tu peux attendre toute la vie aussi parfois qu'une dépression s'en aille pour tester. Le truc, si tu mets pas trop d'enjeux, moi la manière dont j'explique les choses, dont je prépare un peu le terrain, et après la manière dont moi j'explique dans mes bilans, où j'explique beaucoup les comportements, je leur dis, mais on n'est pas là pour évaluer votre intelligence qui est ferme et définitive, on est là à la rigueur pour voir comment vous fonctionnez à cet instant précis. Et même s'il y a de l'anxiété, même s'il y a de la dépression, ce sera quand même un indice, en fait, de votre fonctionnement à cet instant-là. Et ne mettez pas d'enjeu, est-ce que je le suis ou est-ce que je le suis pas. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas passer sans le dire, c'est-à-dire pas dans le cadre de quelqu'un qui vient passer le test de QI, puisque là il le sait. Alors, pour des problèmes déontologiques, éthiques, en fait, normalement on doit le dire. T'es pas obligé de dire QI, tu vois, tu parles de l'évaluation neuropsychologique, qui est aussi ça en fait, le test de QI maintenant de plus en plus en fait, voilà. C'est ce qui s'est passé pour moi. La neuropsychologue m'a très justement parlé d'évaluation de mes capacités cognitives. Je n'avais pas fait la relation avec le test QI. Mais tu as des psychologues scolaires qui prennent des enfants dans les classes pour leur passer de tests sans prévenir les parents. Et ça, ils n'ont pas le droit, en fait. Ils ou elles n'ont pas le droit. C'est pas rien, un test. Après, ça dépend comment le professionnel, comment la personne, comment la société, la culture considère ça, le QI, l'intelligence. Et c'est plus là où est le problème. Quand on dit on teste pas les gens parce que, etc., ça veut dire que si, que ça, tous les tabous qu'il y a autour de l'intelligence, c'est vraiment ça le problème, c'est les tabous autour de l'intelligence.
Alors qu'est-ce qu'on fait à longueur de journée à l'école? On évalue les connaissances, les compétences en fait. Quand on met une compétition entre les élèves pour que ils puissent avoir un meilleur dossier pour le bac et après rentrer dans l'université, l'école qu'ils veulent, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Après, il y a une autre raison pour laquelle les personnes ne passent pas le test, c'est qu'il est relativement cher quand même. Ça peut se comprendre vu le boulot qu'il y a derrière, mais au final, c'est compréhensible que les gens non testés soient très présents sur les forums ou réseaux. Mais comme ton travail le souligne, leur intuition est souvent sur la base de généralisation, effet Barnum, idées reçues, thèses erronées, enfin tout ça. Et puis il y a aussi cet engouement autour des concepts de zèbre, lui aussi créé par Jean Siofachin, et de haut potentiel émotionnel de Raymond Dazan, tous les deux très populaires et proposant une idée des HPI liée à l'hypersensibilité, hyperémotivité, difficultés diverses, etc. Est-ce que tu as vu plus de personnes venir te consulter à partir de ça ? Le concept existait déjà quand j'ai été diplômée en 2010 de zèbre, mais après ça s'est vraiment augmenté par la suite. Et puis c'est vrai que dernièrement il y a des personnes qui arrivent avec HPE. Après, ceci dit, au fur et à mesure, moi, que j'avance, j'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont écouté les podcasts, parce qu'ils ont vu mon site web, etc. Ces gens-là savent que je travaille d'une manière bien précise et veulent quelqu'un de bien carré là-dessus. Donc, sont prêts à se détacher de ça. Mais il peut y avoir quand même 1 ou 2 personnes ou 3, par-ci, par-là, qui arrivent sans être passés par là, qui ont vu juste que j'étais spécialisée, qui me veulent, et qui sont dans ce genre de choses. Et là, franchement, pour moi, c'est plus complexe parce que y a des croyances qui sont vraiment très entachées et il y a une estime de soi qui est liée à ça et c'est difficile. Tu veux dire l'estime de soi qui est remontée pour eux parce qu'ils se considèrent comme HPE ou comme zèbre, ou l'estime de soi qui est descendue parce qu'ils se considèrent comme souffrants? Qui peut descendre si c'est pas expliqué par le zèbre, la zébritude ou quoi que ce soit. D'accord, oui. Oui, parce que ce sont des gens, au final, souvent, ceux qui se considèrent comme HPE et pas mal de zèbres se complaignent dans la souffrance en disant que pour eux c'est intrinsèque à la définition de leur être. Oui, c'est affreux, mais pour moi c'est affreux de dire ça, enfin, et de penser ça. J'en parlais dans les podcasts Méthode Choc. Quand on est en souffrance, entendre quelqu'un qui nous dit c'est pas ta faute, je suis là pour toi, ou quoi que ce soit, ou toute cette compassion qu'on peut avoir en fait envers la personne et qu'on peut avoir en thérapie. En thérapie, une des premières choses à faire, c'est établir le lien de confiance, l'alliance thérapeutique. Et quand une personne exprime sa souffrance, tu vas pas la casser en disant « mais non, t'as mal pensé, c'est pas ça ». T'es là en train de dire « ouais, je comprends, ça doit être douloureux pour vous ». Tu vois, tu valides la souffrance, en fait, on valide la souffrance. Parce que la personne, elle a l'impression d'avoir tout fait pour sortir de cette souffrance, mais n'a pas réussi. Donc pour elle est allée à fond dans sa maison de souffrance, en fait, et elle a exploré les 4 coins, elle peut pas voir ce qu'elle peut faire de plus, et c'est vrai. Après, en thérapie, l'objectif, c'est de sortir de cette maison-là et de voir autre chose et de voir d'autres façons de penser. Donc c'est vrai que quand on dit à la personne que, quand on lui donne une explication de sa souffrance, il y a un soulagement. Tu vois, il y a « ah ouais, je suis pas fou ou je suis pas folle, ah ouais, ça s'explique ». Mais ça, c'est la toute première étape. Et à la rigueur, tous les psys qui sont médiatisés, qui expliquent ça comme ça, avec des caractéristiques déterministes, ça fait du bien parce que c'est la toute première chose. Mais ça empêche pas, du coup, la personne va continuer à rester dans leur maison de souffrance, dans leurs 4 coins, et vont pas aller au-delà. Et il faut à tout prix bien comprendre leur fonctionnement pour le faire sortir, faire un changement de perspective qui fait que tu vas voir les choses complètement différemment. Et quand t'as des personnes qui sont coincées dedans et qui veulent pas lâcher ça, c'est difficile. Après, on peut prendre en compte, ça peut être plus long du coup en thérapie, parce que t'auras un gros travail à faire là-dessus. Ça sera pas de manière explicite, mais ça va pouvoir travailler sur pourquoi est-ce qu'on s'accroche à une étiquette, pourquoi... Alors ça va pas être non plus pourquoi est-ce que vous accrochez à cette étiquette, mais ça c'est dans ma tête, mais de manière dont je conceptualise, mais évidemment ça va pas être comme ça en thérapie, ça va être plus subtil en fait. Je vais essayer de comprendre pourquoi une étiquette, quelle qu'elle soit, fait tenir toute l'estime de la personne, tu vois, c'est ça. C'est que tu enlèves ça, c'est comme un château de cartes, tu enlèves un truc, tout va s'écrouler. Donc après, il va falloir reconstruire autre chose avant d'enlever l'étiquette, par exemple. Après, on voit en thérapie, et quand t'as des personnes qui viennent juste pour un bilan, et savoir si oui ou non, et expliquer tout ça, et que mes conclusions, ça plaît pas quand j'explique les choses, c'est difficile et c'est très, très dommage.
Et t'as même ce genre de personnes qui parfois me disent alors depuis 1 an il y a beaucoup de consultations en distanciel, donc quand on fait les bilans on est en face à face, mais après je peux le rendre le bilan, la restitution en visio, et du coup les personnes doivent me faire un virement. Bah du coup t'en as qui le font pas de virement, qui me payent pas à la fin parce que ça leur a pas plu. Mais si on prend du recul et de se dire ah bah oui, là parfois j'agis comme ça, ouais. Donc quand on sort tout le truc, les définitions de l'hypersensible, du zèbre et de tout ça, et qu'on souffre, et qu'au final, je dis bah non, finalement, ça serait plus un trouble de l'attention, parce que le QI est autour de juste de 100, peut-être 98, 102, un truc comme ça. C'est ça qui peut expliquer vos difficultés que vous avez eues. Bah là, du coup, les personnes, elles font la gueule. Pas toutes, hein, mais... Alors qu'au final, on se retrouve avec le même QI que tout le monde. Oui, ce qui est bien aussi, oui. Ce qui est très bien. Parfois, après, t'as un blanc, oui, je suis déçue, bah... Tu as l'impression que je dois te donner quelque chose en particulier. Non, je suis pas payée pour donner l'étiquette HPI, quoi. Je suis payée pour faire une évaluation. Donc, la prise en charge est plus longue pour ces personnes. Il y a des personnes en thérapie que j'ai eues, le plus rapide c'était 3 séances. Parce que c'était une personne qui était tombée dans des mythes, mais qui avait écouté les podcasts qui étaient sortis, qui m'avait dit « bah oui, clairement, voilà, mais moi j'ai pas envie de me caresser avec ça, je veux avancer », et qui avait une bonne conscience émotionnelle, c'est-à-dire savoir bien identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi quand je pose des questions. Et ça c'est un gros aussi, c'est un gros frein. Quand tu sais pas écouter ce qui se passe en toi, quand tu sais pas savoir avec des mots, tu vois, quand je pose une question, qu'est-ce que ça vous fait si je vous dis ça, qu'est-ce qui se passe en vous, je sais pas. Bah là, c'est super dur en thérapie. Après, ça, c'est dans les compétences émotionnelles, dans l'intelligence émotionnelle, savoir écouter ses émotions, savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, tout ça, et le besoin de cognition. Moi aussi, au départ, quand j'ai découvert que j'étais au potentiel intellectuel, je me suis plongé dans les premiers trucs. Les premiers trucs, c'est les idées reçues. Il se trouve qu'après, et je me suis rappelé que j'avais écouté le podcast Méta de choc et que je l'ai réécouté, et après je suis tombé sur autre chose et tout ça. Donc, mais ça, c'est justement, c'est ce besoin de cognition, cette curiosité qui fait que on reste pas juste dans un seul point. On peut pas. Et que s'il y a d'autres personnes qui disent mais regardez, il y a ça aussi à côté, ben on va voir ça aussi à côté pour voir si c'est vrai, si c'est faux. Regarde sur le groupe, en fait, où on est tous les deux, où t'es modérateur aussi. Quand on donne des choses plus scientifiques, plus sérieuses, t'as combien de clics, t'as combien de gens qui commentent ou de likes? Mais c'est là où je comprends pas comment ils peuvent se définir comme haut potentiel intellectuel et pas avoir l'envie de cliquer dessus et de le lire et de le comprendre. Ces personnes disent quand même, moi je suis curieuse. Mais elles voient pas la dissonance, en fait, entre ce qu'elles disent et leur comportement. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est quand une personne arrive, enfin, qu'elle est là depuis longtemps, je sais pas, quand elle poste quelque chose en disant « J'ai besoin de vos conseils, il se passe ça, et qu'est-ce que vous en pensez ?» Et alors là, t'as des experts en tout qui arrivent. Et notamment, il y a une personne qui avait fait un post dans ce sens en disant « Mais pourquoi est-ce que il y a des personnes qui se pensent experts à la place des experts ?» Et il y a eu combien de personnes qui avaient un avis dessus? Dont moi. Oui, mais ça m'a fait rire parce que tu l'as dit en riant, en fait, voilà. Mais c'était, après on peut faire des hypothèses, on peut se dire, voilà, je suis pas expert, mais ça peut être une hypothèse. Mais du coup, je voyais ça de loin et je me suis dit, mais chacun a son avis. Enfin, en plus, on était dedans, on tend une perche, c'est un piège et on tombe dedans complètement. C'est ça. Donc, sur les groupes Facebook, les gens ils cliquent pas quand il y a des choses qui pourraient les aider, d'une part, et des choses plus complexes que la simple vulgarisation avec l'effet Barnum, en fait. C'est pas de la vulgarisation, même c'est que l'effet Barnum. Et ne veulent que dire ce qu'elles pensent, leur avis, des conseils, etc. Et peu importe le groupe Facebook, en fait. J'en ai vu plusieurs, c'est tout le temps ça. Il faut aller chez des groupes de sceptiques qui sont sûrement des personnes très intelligentes. Pourquoi? Parce que pour être dans ce doute-là, du scepticisme, l'esprit critique, il faut que tu manipules beaucoup d'informations. Donc il faut que tu aies une sacrée mémoire de travail. Il faut que tu doutes, faut être derrière, etc. Donc ce sont des personnes intelligentes qui ne croient pas, enfin qui n'ont jamais eu besoin en fait d'aller passer le test. Et du coup, il y a que dans les groupes de sceptiques où t'as les gens qui font des commentaires très longs, très argumentés avec des sources, etc. Alors que les groupes de zèbres, évidemment, il y en a qui le font, mais très peu qui commentent, très peu qui cliquent ou qui likent. Par rapport aux autres posts où ce sont des demandes de conseils, en fait. Et ce que je disais dans mon live aussi de vendredi, je l'ai partagé sur notre groupe, j'ai partagé sur une page que j'ai à côté et sur un autre groupe. Alors ça a été vu tout à l'heure, j'ai vu 500 fois en 2 jours, bah ça va, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, les gens qui étaient en direct, c'était que des personnes, des pros, mais c'était que des personnes sceptiques, enfin rationnelles, tu vois. Je m'attendais à ce que les autres aussi viennent poser des questions. Pourquoi les autres n'étaient pas là? Pourquoi les autres n'ont pas posé de questions?
Après, on ne pourra pas sauver le monde, tout le monde, et même sortir des croyances, on le voit même dans l'ésotérisme, c'est très très complexe. Il y a des personnes qui veulent monter des associations pour aider les gens qui sortent de croyances, pas que les sectes, de croyances, et on voit que dans le milieu du HPI, il y a énormément de croyants de l'ésotérisme aussi. Il suffit d'écouter en fait les propos, les termes employés par Jeanne Siofachin, par Fanny Nussbaum. Quand on disait tout à l'heure que c'était des termes très vagues, ce sont des termes qui sont utilisés dans le milieu New Age. Quand elle dit niveau de conscience élevé, elle parle moins de murmure du monde, elle parle de 360 degrés, elle parle de tellement de choses qui sont utilisées dans ce milieu. On a dit tout à l'heure pourquoi, et c'était des mots trop vagues, etc., et de dogme, tout ça. Fanny Nussbaum, elle utilise aussi des termes qu'elle dit inventés sans se baser sur ce qui a été fait. Donc elle sort des termes du chapeau, enfin des choses qui existent en fait, mais en les mettant à sa sauce. Donc dans son livre, il y a appelé l'univers. Donc ça indique que ce sont des personnes qui disaient que faisaient appel à l'univers. Donc mais il y a un schéma quand même dans son livre où il y a ça. C'est aussi beaucoup de termes issus de l'ésotérisme en fait et du développement personnel. C'est-à-dire qu'il y a quand même des études, en tout cas sur son dernier livre, je sais pas, mais sur le concept des phylocognitifs, des laminaires et des complexes, il y a justement toutes ces études avec les IRM fonctionnels qui ont été faites avec le docteur Révol et le docteur Marinier. La phylocognition, c'est le besoin de cognition, c'est-à-dire ce besoin de traiter les choses et de penser et d'apprendre en fait. Donc ça existe déjà depuis des décennies et voilà. Personnes qui aiment penser. Mais ce ne sont pas tous les HPI. Ce ne sont pas tous les HPI. Non. Il y en a même qui sont fermés, il y en a même qui sont très conservateurs, etc. Les laminaires et les complexes, au final, on en vient dans sa recherche chez les homogènes et les hétérogènes. Alors après, il faut préciser juste en une phrase que c'est un QI hétérogène et un QI homogène. Un QI homogène, c'est donc un QI où tous les indices sont à peu près au même niveau. Et c'est super rare, ça. C'est ça le truc. Et un QI hétérogène, donc comme son nom l'indique, c'est un QI où certains indices auraient vraiment une différence de taille, en tout cas, c'est ça? C'est ça. Alors pourquoi mettre un nom derrière, en fait? Tu vois? Pourquoi voilà, c'est l'intention derrière. C'est une étude, elle a été publiée dans un papier, ça veut dire une seule revue, l'article est très peu cité. On pourrait se dire, parce que j'ai failli te répondre, c'est quelqu'un qui publie. Bah non, parce que c'est pas un gage de qualité. L'étude des phylocognitifs est biaisée de par le recrutement. T'as 20 sujets. Bon, c'est sûr, en IRM, ça coûte de l'argent de faire passer une personne en IRM, d'analyser les données, donc on peut pas avoir 100 sujets, mais t'as 20 sujets dans chaque groupe. Et les personnes sont recrutées soit chez Révol, donc au service pédopsychiatrie de l'hôpital, en fait. Donc c'est pas des tout venants déjà, et puis et au centre Psyrène en fait, c'est pas des tout venants non plus. T'as des groupes contrôle où il y a eu des publicités dans les journaux en disant on recrute des gens, etc. Si vous êtes intéressés, voilà, donc il y a ça, mais c'est pas représentatif. Donc il y a un biais d'échantillonnage, et puis t'as un biais. Alors l'étude en fait, quand on lit l'article en anglais, il parle pas de phylocognitif et de laminaire et complexe. Et parle d'enfants avec un profil homogène hétérogène. Et ils ont pris que ICV, IRP dans l'ancien test pour enfants, le risque 4, l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement perceptif. Ils n'ont pas pris les deux derniers indices, qui sont l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement, qui sont souvent beaucoup plus bas pour plein de raisons différentes. Mais ça on le sait, il y a plus d'erreurs de mesure, il y a plus de choses. L'homogénéité était seulement entre les deux là, entre la compréhension verbale et le raisonnement perceptif. Donc ils sont basés que là-dessus en disant un groupe homogène, un groupe hétérogène. Voilà. Donc ils n'ont pas pris en compte les autres indices, ils n'ont pas parlé de laminaire et complexe et toutes les caractéristiques qu'ils y mettent derrière. Donc c'est ça que les gens, il faut aller voir les études pour le savoir. Donc ça c'est pas dit, l'équipe dit qu'ils ont publié et que voilà. Donc et après à partir de combien c'est hétérogène, tu vois? À partir de quel écart? Et puis est-ce que cet écart a été trouvé dans l'échantillonnage aussi? Nicolas Gauvry, en fait, il m'avait dit qu'il avait posé une question qui est très juste. D'après les hypothèses de recherche, on aurait dû avoir un groupe HPI homogène, un groupe HPI hétérogène, un groupe contrôle qui est dans la norme, en fait, qui soit homogène et hétérogène. T'aurais dû aussi avoir ça. Parce que si tu prends HPI avec homogénéité, hétérogénéité, puis un groupe contrôle où tu sais pas si c'est homogène ou hétérogène, tu peux pas savoir si c'est le QI ou si c'est l'homogénéité ou pas, qui fait, ou l'hétérogénéité.
Donc je crois qu'il lui avait posé cette question-là et qu'il était un peu, je crois qu'il m'a dit qu'il savait pas comment répondre. Mais en fait, cette étude-là est très biaisée. Et ce qu'on voit, en fait, chez les complexes, on parlait tout à l'heure que ceux qui se reconnaissent dans les bouquins, ceux qu'on voit en consultation sont des personnes avec des troubles. C'est ce qu'on voit, en fait. Presque, si tu veux, quand je vois les gens, je pourrais presque dire à quoi on doit s'attendre sur l'IRM. Ou sur un EEG ou quoi que ce soit. Tu veux dire qu'en général, les gens qui ont des troubles auraient un QI hétérogène? C'est ce qu'on voit. Alors, l'hétérogénéité est la norme. Après, à partir de combien est-ce qu'on dit que c'est assez hétérogène pour dire c'est hétérogène? Quand tu as une très forte hétérogénéité, une très forte en fait, on peut s'attendre à oui des troubles. C'est combien une très forte Après, hétérogénéité à titre personnel? Si t'as une hétérogénéité de 20 points, ça reste à la rigueur classique. Tu vois? Et même parfois c'est dû au test lui-même. Quand tu prends le test pour adultes, l'IRP, l'indice de raisonnement perceptif, est plafonné. Les matrices, tu peux pas avoir plus que 17. Si t'as tout juste, tu peux pas avoir plus que 17. Si tu fais une erreur, tu as 15. L'IRP, c'est le deuxième. Indice de raisonnement perceptif, oui. C'est le visuospatial et le raisonnement. C'est les cubes, les pulses et les matrices. Mais si tu fais une seule faute, tu as 15. Si tu fais 2 fautes, tu as 14. Donc on va te dire que tu es hétérogène par rapport au verbal, c'était un verbal à 18-19, alors tu as fait 2 fautes. Après ça vient du test en lui-même qui est pas assez précis dans les dans les items complexes pour discriminer les personnes qui performent le plus, mais il y a des tranches d'âge où c'est plafonné à 17 et à 18 ou 17 aussi sur tout ce qui est IRP. Donc tu peux avoir un ICV très élevé et puis un IRP avec 20 points d'écart alors que tu as fait très peu de fautes sur l'IRP et que tu as été rapide dans les cubes ou que pas mal de choses, mais tu as cette hétérogénéité qui vient parce que c'est plafonné, c'est pas assez discriminant dans les autres capacités. Ça vient de ça. Donc c'est à prendre en compte. Du coup, tu pourras pas avoir le même niveau d'IRP même si tu fais un sans faute que l'ICV. Souvent, tu as 20 points d'écart, tu as 15 points d'écart, 18 points, etc. Ça, c'est même dans l'étalonnage. 3 points d'écart au sein d'un même indice, c'est juste classique, c'est la moyenne. Et sur mon site, sur doué.fr, j'ai mis les données aussi, sur qu'est-ce qui est hétérogène, en fait, ou pas. Pour résumer ce que tu dis, les gens qui ont des troubles n'auraient pas à rechercher dans leur QI la raison de ces troubles, et le concept de laminaire complexe est à prendre avec des pincettes, ce qui expliquerait peut-être pourquoi il l'a toujours pas pris ailleurs qu'en France. Mais il est quand même assez populaire. Donc, on a compris ta démarche et on peut avoir une idée plus détaillée des idées reçues que tu débunks sur ton site, ta chaîne YouTube ou les épisodes du podcast Méthode Choc. Mais quelle est la réaction de tes pairs, de tes collègues sur ton action? Pourquoi on n'en voit pas plus qui montent au créneau en ligne, je veux dire? Alors les collègues, c'est très vaste. Les collègues, c'est très vaste parce que tu as des collègues comme ça aussi. Tu as des collègues qui y croient. Les collègues là m'ignorent, je crois. Et sinon, des collègues plus sérieux, en fait, ou même des chercheurs, je suis assez reconnue par mes pairs, en fait. Comme quoi, être super pointilleuse là-dedans et super réglo, super rigoureuse. Donc après, c'est une question de temps aussi, hein. Moi, tu vois, là, je viens d'exporter ma prochaine vidéo, qui mettra, je sais pas combien de temps à être sur YouTube, mais je suis obligée de me prendre une semaine de congé, entre guillemets, c'est-à-dire sans consultation pour faire ça. Voilà, c'est bien, tu fais le lien avec la question d'après, ton travail de vidéaste en ligne. D'abord, il faut lire des articles, parce qu'en fait, moi j'ai une idée, à chaque fois c'est ça, c'est que j'ai une idée, ah oui, je vais parler de ça. Quand je suis en train d'écrire, je fais, ah oui, non mais ce concept-là, je vois pas les contours, en fait, ce concept est vague, et je vais pas dire de bêtises, donc je vais lire les articles, et puis je relis, donc ça prend pas mal de jours. Après, je dis, bon, allez, j'écris. Bon, allez, je prends plusieurs heures à écrire. Après, bon, je vais tourner. Donc ça prend une journée déjà pour mettre tout en place, pour machin, tout ça, pour commencer le montage. Et le montage, etc. Donc ça prend énormément de temps. Et je veux pas mettre de la pub, je veux pas mettre un Tipeee, parce que je veux pas que ce soit un truc rémunéré, je veux vraiment partager mes connaissances. Je vais donner une formation, là j'ai aussi un peu avancé dans une formation pour les pros que je vais donner dans un mois. Du coup, je vais les aider à mieux voir. Il y avait les podcasts que j'ai faits, je vais faire une thèse, il faut que je fasse une thèse et puis publier des choses aussi. Donc après, il y a ce podcast, il y a des petites choses aussi que je peux faire sur les réseaux. Mais il faut trouver du temps. Faut que je réussisse à trouver un bon emploi du temps qui permette de faire et la clinique, le débunkage et un peu de recherche. Donc
Il y a du boulot. Merci en tout cas, parce que ça nous permet à nous d'avancer surtout. Après, autant faut-il qu'on accepte d'écouter les podcasts et de regarder les vidéos, et de prendre du recul. Toutes ces théories dont on est en train de parler, on l'a dit, mais c'est important de le répéter, ce sont des théories, à part l'hypersensibilité peut-être, qui sont françaises. Est-ce que tu connais un peu ce qui se passe dans le monde extérieur à la francophonie? Est-ce que tu vois ces mêmes polémiques? Est-ce que tu vois les mêmes théories dominées ou s'entrechoquer ou En Québec, les pays francophones, on va dire, Belgique, un peu la Suisse aussi, il peut y avoir les idées autour des zèbres. Au Québec, ils parlent de l'adouance. J'aime bien moi l'adouance, le mot, c'est doux. Moi, j'aime pas là, en fait. Là, j'aime pas. Enfin, c'est pas une entité du coup pour moi. Mais voilà. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu peux dire. Aux États-Unis, moi, au début, quand je suis rentrée dans ce milieu, j'ai lu des livres en anglais sur des personnes surdouées et sensibles. Alors, c'était pas dans le terme d'hypersensibilité, mais parlait de 3 dimensions que Monique de Kermadec a repris, d'ailleurs, qui était l'intensité, le drive et puis je sais plus la 3e chose, mais il y avait 3 choses en fait, 3 caractéristiques, mais jamais de pensée en arborescence, jamais de terme de zèbre, jamais de terme de voilà. C'était en gros, on vous dit que vous êtes trop. Aux États-Unis, t'as un mouvement comme ça autour de quand t'es surdoué, tu peux être mal. Il y a quand même ce mouvement là aussi. Ça tourne beaucoup quand même assez autour de l'hypersensibilité, donc un concept d'Hélène Aron. Parce que depuis début des années 90, voilà, elle a popularisé ce concept-là. Et alors pour toi, il est plausible ce terme, ce concept? Alors j'ai fait une longue vidéo dessus, donc oui, c'est vrai. Tu peux avoir une sensibilité, enfin des particularités sensorielles, on va dire, qui existent dans la population tout venante. Chez les personnes avec autisme, tu as des particularités sensorielles. Tu as des particularités sensorielles chez les TDAH, avec H, dans le sens qu'ils ont besoin de bouger, d'avoir des retours kinesthésiques pour être actifs. Moi, j'ai des particularités sensorielles, j'ai des sens très développés. Par contre, j'ai pas toute la personnalité énoncée dans le concept d'hypersensibilité. Et le concept d'Hélène Aron part en fait de personnes qui auraient des sens développés sans les mesurer d'ailleurs ces sens, c'est juste du déclaratif. Alors effectivement, on peut se dire j'ai senti la cigarette, quelqu'un ne peut ne pas la sentir, ou j'ai senti une odeur de café ou quoi que ce soit. Effectivement. Après, est-ce que c'est dans la norme ou pas? Enfin, il faut pouvoir, comme un test, comme l'autodiag, faut pouvoir l'évaluer, d'une part ça. Puis dans la notion de sensibilité, tu as plein de choses. La notion de seuil, à partir de combien de volume sonore, de décibels tu entends, par exemple, à partir, est-ce que tu es capable de discriminer 2 sons faibles entre eux? La discrimination, le seuil, etc., ce sont des synonymes de sensibilité. Et puis dans le concept, donc t'as toutes ces questions-là auxquelles il faudrait répondre, et qu'Hélène Aron n'a pas du tout répondu, n'a même pas investigué ou quoi que ce soit. T'as des choses en lien, du coup, comme ils ont des sens hyperactifs, un peu aux aguets, enfin un peu élevés, du coup ils sont capables de tout voir dans l'environnement. Non, t'as l'attention qui fait un filtre. On ne peut absolument pas tout voir tout dans une pièce. Moi, il y a un certain autiste, voilà, qui dessine comme ça, qui voit une chose il y a une vidéo YouTube là-dessus, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, mais c'est une forme exagérée de dire ce qu'on ressent. Oui, parce que l'attention joue un rôle de filtre. Et puis ensuite, il y a l'interprétation. Ça, c'est important. T'as l'interprétation de ton cerveau, enfin dans ton cerveau. Et le cerveau, il compare toujours à ce qu'il a déjà vu auparavant et à ce qu'il a emmagasiné. Et qui est peut-être biaisé aussi. Donc, il y a toujours cette comparaison à ce qui est stocké en mémoire. Et donc, il y a ça, il y a le rôle des sens, du coup. Il y a l'attention en tant que filtre, il y a l'interprétation, parce qu'il y a énormément de biais perceptifs, je l'ai montré dans la vidéo, et puis après, il faut encore que tu puisses démontrer le lien qu'il y a avec les émotions. Oui, tu expliques que tout ça, c'est assez complexe, en fait. Plein d'étapes, c'est très complexe, et puis au final, je propose à la fin 4 profils qui ont été donnés par Saverio Tomasella, où t'as un TDAH, voilà, avec les problèmes émotionnels dont on a parlé dans le TDAH, avec un manque d'inhibition. T'as ça, t'as des personnes qui sont effectivement inhibées, parce que parfois on peut l'entendre comme introverti, en fait, l'hypersensibilité, personne introvertie. T'avais des personnes qui étaient dans l'abnégation, t'avais des profils complètement différents. Et ce qu'il y a, c'est que tout le monde se retrouve dedans. Moi, j'ai fait une petite étude sur plus de 300 sujets, en fait, en donnant le questionnaire d'Hélène Aron. Si tu voyais la courbe asymétrique, c'est-à-dire que tu avais 75% des personnes qui pensaient être sensibles aux changements, aux subtiles nuances de l'environnement,
qui répondait, c'était une échelle en 7 points, tout à fait d'accord, qui répondait entre 5, 6 et 7 en fait. Donc t'avais, ou 80%, ou je sais pas quoi, donc c'était complètement asymétrique. Tous les items en lien avec quelque chose de psychologique avaient vraiment une courbe complètement asymétrique vers oui, moi c'est comme ça, moi je... Et puis les items qui étaient plus en lien avec quelque chose de physiologique, je suis sensible à la douleur ou alors au café, à la caféine. Tout ça, ça avait une courbe assez répartie. Entre le 1 et le 7, c'était à peu près réparti pareil. Mais tout ce qui était psycho, en fait, ce qui était sur des traits de personnalité, avait une courbe complètement asymétrique et j'avais plus de 300 et quelques sujets. Donc c'est pas rien non plus. Et c'est là où on peut se dire un effet Barnum, en fait, ou des choses qu'on se raconte sur soi-même. En même temps, c'est vraiment un sentiment qui se retrouve chez beaucoup, en tout cas, de HPI, cette histoire d'hypersensibilité. En tout cas, les HPI qui sont en ligne, encore une fois. Oui. Les empathes, ouais, non mais bientôt tu vas avoir la moitié de la population française. Tu précises que la proportion élevée de la population que représenteraient les hypersensibles, ça en fait plus une norme qu'un très rare au final. Mais ça en fait 30% du coup, d'après Hélène Aron en fait, du coup c'est pas, 30% c'est pas rien quoi. Et ils devraient se trouver bien, c'était dans une entreprise, tu vas forcément rencontrer des gens comme toi aussi, avec qui tu vas te bien. Ce qui serait peut-être plus compliqué pour les hauts potentiels intellectuels, oui ou non, en fait. Il y a cette théorie sur le fait qu'au-delà de 2 écarts types, c'est-à-dire 30 points de QI, la communication serait plus difficile. Tu vois ça comment? Alors, il y en a qui disent 10 points de QI, etc. Mais forcément, on va bien s'entendre. Même 10 points de QI? Je crois que j'avais vu ça il y a quelques années, je suis plus sûre, mais ou un écart type ou quoi que ce soit. C'est logique parce que tu vas bien t'entendre avec quelqu'un qui est capable de te comprendre, c'est pas comprendre la personnalité, hein, c'est pas accepter l'autre, c'est comprendre ce que tu dis en fait. Là, ensemble, on manipule des choses abstraites, on manipule beaucoup de concepts, je donne plein de paramètres en même temps. Ça, il faut que tu puisses l'entendre et que tu puisses les intégrer, donc il te faut une bonne mémoire de travail. Et quelqu'un qui est plus dans la norme va avoir du mal à me regarder, va dire « mais je comprends pas ce que vous me dites en fait ». Qu'est-ce que vous racontez Donc c'est logique en fait qu'on s'entende bien. C'est pas une question de vocabulaire ou de vitesse ou de vitesse aussi donc. Il y en a qui disent oui mais moi je suis HPI, mon mari il l'est pas. Alors est-ce que le mari a passé un test ou pas? Parce que qui se ressemble s'assemble aussi, tu vois, c'est l'expression. Mais qui s'assemble se ressemble aussi. Donc en fait, le mari ou la conjointe ou quoi que ce soit, elle doit pas être aux antipodes non plus, parce que sinon il y aurait pas de lien. Est-ce que c'est 30 points ou pas? Mais j'en sais rien, à combien? Parce que ce que je saisis pas, c'est que si elle est plausible cette théorie, dans ce cas-là, ça expliquerait ces fameux décalages, ces fameux, pas la souffrance, mais en tout cas la différence que ressentent certains HPI s'ils le sont. Mais les autres, ils sont où en fait? Parce que si c'est 30 points, y a pas, t'es pas tout seul dans une entreprise avec des gens qui ont 30 points d'écart avec toi. Non, effectivement, mais a priori, les hauts potentiels intellectuels, ceux en tout cas qui dépasseraient les 130, seraient que 2% de la population. Oui, mais eux, ils vont discuter avec des gens qui ont 125, avec 120, tu vois. Qui font 10% de la population. Mais qui font une bonne proportion de la population. À Toulouse, Airbus, ils ont créé un réseau My Gifted Network pour les gens surdoués, et les personnes, quand elles font des conférences, elles disent « Oui, mais nous, on n'est que 2%. » Mais ils vont pas être 2% Airbus. C'est une très grande majorité d'ingénieurs. Le QI moyen des ingénieurs, le QI moyen des médecins est de 120. Pourquoi? Parce que ce métier réclame des capacités cognitives, une mémoire de travail. C'est pas... si c'est 2% dans la population, tu vois, tu remues et tu prends 2%, effectivement tu as des clusters, tu vois, c'est un mot à la mode, cluster. Oui, mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a l'impression que ces clusters sont partout. Tu viens de parler des médecins, des ingénieurs, mais il y a aussi les artistes disent que c'est un cluster de HPI. Ben oui, mais les artistes, en fait, les artistes sont plus sensibles au niveau émotionnel. Donc ça, j'en avais parlé dans la vidéo sur l'hypersensibilité avec l'intensité affective, le concept d'intensité affective. Les artistes sont beaucoup plus dans le côté je laisse parler mes émotions, mes intuitions, etc. Il suffit de regarder, hier vous avez The Voice, quoi, tu vois. Tu préfères les personnes qui sont plus sur une sensibilité à fleur de peau, qui vont te donner des émotions. Donc effectivement, tu vas retrouver des artistes là-dedans. Qu'ils soient HPI ou pas, ou juste dans la norme, tu vois, ils vont se retrouver sur l'aspect émotionnel, eux. Mais si t'es en prépa, si tu as un certain poste qui exige des capacités cognitives, parce que le travail est sérieux, machin et tout, bah les autres, ils sont pas à la ramasse non plus.
Alors parfois on trouve les collègues cons, parfois on les trouve cons, mais c'est sur d'autres choses, c'est sur l'idéologie, tu parlais d'idéologie politique tout à l'heure, c'est sur le fait de se mettre les mains devant les yeux, des œillères pour pas avoir certaines choses, etc. C'est d'autres choses qui expliquent ça. Comment peux-tu dire que l'autre n'est pas HPI et normopensant si tu le connais pas? Peut-être que tu dis qu'il est pas HPI, enfin toi, une personne, voilà, elle dit que l'autre n'est pas HPI, parce que l'autre ne le comprend pas, mais on n'en sait rien de l'autre au final, sauf s'il a passé un test et que effectivement, tu vois. Mais lui dire comme ça, enfin les HPI sont 2%, mais c'est pas le reste, c'est pas les Marseillais versus le reste du monde, tu vois. C'est dommage. C'est pas les HPI, c'est en plus t'es Marseillais. C'est pas le HPI versus le reste du monde, c'est ça. C'est que les HPI à 125, tu es dans les ou c'est 120, 5% je crois, à 125 ou c'est 5% à 125. Donc quand t'as 130, t'es pas très loin de celui qui est à 125, donc et déjà tu passes de 2% à 5%. Et de celui qui a 120, etc. Donc tu as 50% de la population qui a déjà plus de 100. Donc après, il faut aller chercher ailleurs. Okay. Donc tu vois, je me casse tout le temps un peu la tête à réfléchir, et c'est de la logique. Non mais on a compris, en tout cas, grâce à toi, que c'était très complexe tout ça, et qu'on ne pouvait pas catégoriser, qu'on ne pouvait pas enfermer les HPI dans un type précis ou dans un profil précis, encore moins un profil émotionnel précis. Ou de personnalité. Et je veux même conclure sur une chose, si tu veux. Le fait de mettre tout ça sur le dos du HPI, du HPE, de l'hypersensibilité ou que sais-je, ça participe selon moi à ce qu'on appelle la psychophobie. La psychophobie, c'est... alors on en parle souvent pour les schizophrènes, en fait. C'est rejeter les gens qui ont des troubles mentaux, enfin, ou troubles tout court. C'est rejeter les gens qui ont des troubles. Donc, c'est comme si, en fait, on dit, mais non, moi j'ai pas de troubles, etc. Et les troubles, c'est pas bien, les troubles. C'est pas bien avoir des difficultés. Donc, je préfère mettre ça sur le côté, j'ai une étiquette spéciale de super pouvoir, que personne ne comprend, parce que c'est la faute des autres, plutôt que de dire, bah, peut-être que j'ai un problème aussi, et je pourrais me faire aider si je vais vraiment voir mon problème, l'affronter en face. Et j'ai un patient qui avait une suspicion d'autisme, en fait, qui est venu me voir, et qui m'avait dit une phrase très chouette, et peut-être qu'il écoutera après le podcast, et je lui fais un petit coucou, du coup, qui m'avait dit, ben, je viens vous voir parce que je veux pas dire que je souffre parce que j'ai un trouble, parce que ce serait plus difficile de se dire, en fait, que l'on souffre parce qu'on est ordinaire, que l'on souffre parce qu'on en a une étiquette spéciale. Parce que de se dire qu'on souffre, il faut une raison pour souffrir. T'as une étiquette. Bon, lui, c'était TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être hypersensibilité, HPE, enfin, ce que tu es zèbre ou quoi que ce soit. C'est plus valorisant, quelque part, finalement, de se dire que tu souffres parce que tu as telle étiquette, que de dire tu souffres parce que tu es juste ordinaire. Et alors qu'en fait, on a tellement à gagner de s'occuper de soi, et puis l'idée qu'il y a derrière de souffrir parce qu'on a une étiquette, c'est très... judéo-chrétien, en fait, enfin, le côté martyr, t'as ta croix à porter. T'imagines sur le long terme, hein. Alors au début, ça glorifie un peu, oui, j'ai telle étiquette, c'est pour ça qu'on me comprend pas, donc ça redore un peu l'estime de soi, pardon. Mais sur du long terme, tu vis toute ta vie, en fait, en disant, bah, je souffre à cause de ça. T'as une croix, en fait, de prendre ton don que tu fais souffrir alors que tu peux aller au-delà. Merci, c'est une très bonne conclusion. Je reconseille donc à tout le monde de faire un détour du côté de ton site surdoué.fr, ta chaîne YouTube Stéphanie Aubertin, ainsi que les 4 épisodes du podcast Méta de Choc, Shocking 16, Contes et légendes de l'intelligence. Il va sortir en livre. Il va sortir en livre, mais c'est incroyable. Et en film. Avec la fille de HPI. Il y a 2 livres qui sont sortis de Méta de Choc sur l'anthroposophie et l'astrologie. Ah, je le savais pas, tiens. Ouais, si. Et là, on lance la retranscription pour mettre sous forme de livre. Merci. Merci à toi. Espérons que le podcast aura la chance de t'accueillir de nouveau. Rendez-vous le mercredi 16 juin pour une rencontre Inside the réseaux sociaux avec 3 des administrateurs du groupe Facebook HPI Surdoué, résilient en quête de savoir et d'acceptation de soi. Avec plus de 9000 membres, c'est un des plus grands groupes de haut potentiel intellectuel, avec des objectifs positifs et un fonctionnement interne particulier, et dans lequel nous retrouvons Stéphanie Aubertin qui intervient régulièrement, et moi aussi quelquefois. Comment dit-on chez les vrais ? Abonnez-vous, laissez des avis, positifs bien sûr, sur les plateformes, cliquez là où il faut pour être notifié de la sortie d'un épisode, bref, vous savez ce qu'il faut faire pour garder le contact et permettre au podcast intensément d'être pérenne. Sportez-vous bien
intensément, c'est le podcast Divergent.